En Amazonie, les gens font face à un problème unique. Leurs maisons ne sont pas bâties sur du terrain vide, mais en plein cœur de la chaîne alimentaire. D'un côté, les jaguars qui sortent de la forêt et s'approchent des fermes. De l'autre, les anacondas et les caïmans qui rôdent près de l'eau. Et au milieu, il y a des pêcheurs qui perdent leur prise, des fermiers qui perdent leur bétail et des lois qui interdisent de tuer les prédateurs. Car le jaguar est une espèce rare protégée par le gouvernement et les défenseurs de la nature. Ça ne console pas le fermier, sa vache est morte, son chien a disparu, ses enfants craignent l'eau et il n'a pas le droit de tirer. Et si on pouvait protéger les gens des jaguars, non pas avec des humains, mais avec un autre prédateur? L'Amazonie abrite la loutre géante. Ces animaux vivent en groupe, défendent leur territoire, attaquent en meute et sont même capables de tuer des jaguars. Creusez un canal autour d'une ferme, introduisez des loutres, approvisionnez-les en poissons et au lieu d'une clôture, vous avez une forteresse vivante. Question, qu'est-ce que les gens vont finir par avoir comme voisins? Des gardiens ou une nouvelle bande de prédateurs dont ils devront un jour se protéger? L'Amazonie n'est pas qu'une immense forêt où tout est vert, humide et s'éclate sous les tropiques. C'est un gigantesque parcours d'obstacles où les animaux essaient de survivre dans l'obscurité, l'exiguïté et une lutte sans fin pour l'espace vital. Il y a plein de ressources, mais encore plus de créatures qui cherchent à se les accaparer. Le sol est pris, les arbres sont pris, l'eau est prise, les branches, les terriers, la canopée et les berges également. La vie est un combat permanent pour à peu près tout, et c'est comme ça que l'Amazonie a fini par produire des créatures qui sembleraient délirantes partout ailleurs sur Terre. Les plus grands serpents du monde, des grenouilles dont la toxine peut tuer en quelques secondes, des anguilles qui peuvent étourdir un cheval d'une seule décharge. Toute cette diversité a dû se répartir sur différents niveaux, ce qui fait de la forêt amazonienne une sorte de gratte-ciel. Les arbres sont si denses que certains animaux qui vivent aux étages supérieurs passent presque toute leur vie sans descendre au sol. En bas, au niveau du sol, il y a un autre problème, la lumière. À cause de la canopée dense, seulement 1 à 5% de la lumière du soleil atteint le sol. Au lieu d'un paradis tropical lumineux, le niveau inférieur est plongé dans la pénombre. Et quand on chasse ou qu'on essaie de ne pas servir de déjeuner, la vue ne suffit pas. Les animaux ont dû développer autre chose, ouïe et toucher plus fin, camouflage et capacité de détecter le mouvement et la chaleur. À ce stade, vous vous dites peut-être, si c'est si sombre, pourquoi l'Amazonie a toujours l'air d'avoir un éclairage de studio professionnel dans les documentaires? Eh bien, parce que c'est le cas. Les images sont éclairées et retouchées pour que le public puisse voir ce qui se passe. Personne ne regarderait un documentaire montrant un truc à peine visible qui passe une demi-heure à bouger dans le noir. Or, au milieu de cette forêt d'ombre, le jaguar est un jour apparu. Pour l'Amazonie, c'est un prédateur parfait, furtif, puissant, précis et capable de chasser là où un humain peut à peine marcher. Les problèmes commencent quand la forêt rétrécit, que les terres agricoles se rapprochent et que le jaguar ne trouve plus assez de proie. Naturellement, il s'aventure près des humains et tue du bétail. Dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, dont l'Amazonie et le Pantanal, ces attaques touchent la majorité des élevages. Pour un grand ranch, les pertes sont gérables. Mais les petites fermes ne peuvent pas se permettre de perdre du bétail. Une seule attaque peut leur coûter une fortune. Sans surprise, les fermiers partent souvent en guerre en réponse. Les jaguars sont abattus ou empoisonnés. Selon des données recueillies entre 1989 et 2019, les abattages de représailles étaient responsables de 96% des 339 morts de jaguars recensés. Et le conflit ne s'arrête pas aux vaches ou aux chevaux. Dans les communautés en bordure de jungle, les jaguars s'en prennent parfois aux chiens, ce qui pour beaucoup de gens revient à perdre un membre de la famille. Bonne nouvelle cependant, les jaguars ne sont pas des mangeurs d'hommes. Contrairement à certains tigres ou léopards d'Asie, les humains ne sont pas à leur menu. Les statistiques n'ont rien d'un film d'horreur. Une vaste étude sur les conflits entre humains et jaguars au Venezuela n'a recensé que 22 attaques sur une longue période. Seules 4 d'entre elles ont été mortelles. Qui plus est, la moitié des attaques avaient été provoquées par des humains. Un jaguar n'attaque qu'en dernier recours, par exemple après avoir été blessé, ou pour défendre ses petits. Malheureusement, la peur humaine ne repose pas sur des statistiques.
Quand un grand prédateur vit à proximité, les gens n'ont pas besoin d'assister à une attaque tous les jours pour avoir peur. C'est pourquoi, pour les peuples autochtones de l'Amazonie, se protéger des jaguars est fondamental. Ils savent construire une maison, où dormir, avec qui aller dans la forêt, quels sons écouter et ce qu'il ne faut pas faire. Ils voient le jaguar comme leur voisin, un voisin puissant et dangereux, presque leur égal. On ne peut pas le traiter comme un animal sauvage ordinaire. La maison est la première ligne de défense. Beaucoup de gens vivent dans de grandes maisons communautaires, d'énormes structures circulaires bâties autour d'une cour centrale. Les familles dorment dans des hamacs, des feux brûlent à proximité et l'endroit est toujours plein de monde, de mouvements et de bruit. Un jaguar qui tomberait sur un endroit pareil se dirait « Non merci, je n'entre pas là-dedans ». C'est un solitaire qui chasse à l'affût. Pas question pour lui d'entrer dans un espace clos bourré de monde, sans parler du feu et de la fumée. Mais la protection ne s'arrête pas à la maison. Dans la forêt, il faut se comporter comme si le jaguar vous voyait, même si vous ne le voyez pas. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se déplacer seul. Un jaguar n'attaquera pas un groupe. Il faut aussi écouter la forêt. Les oiseaux et les singes repèrent les prédateurs avant les humains, alors les gens apprennent dès l'enfance à reconnaître les cris d'alarme, par exemple ceux des capucins. Si la canopée s'agite brusquement, ça peut vouloir dire qu'un jaguar est à proximité. Au fait, c'est pas le cas en Amazonie, mais dans certaines régions d'Asie, les gens utilisent la tromperie visuelle pour se protéger des tigres. Ils peignent des yeux à l'arrière de leur tête ou au dos de leur couvre-chef. Logique, les prédateurs attaquent souvent par derrière, et s'ils voient une paire d'yeux, ils peuvent croire qu'ils ont été repérés. Ça fonctionnerait sans doute avec les jaguars. Ils chassent à l'affût, et pour eux s'approcher sans se faire remarquer est essentiel. Si la proie semble les fixer droit dans les yeux, c'est fini, le jaguar ne s'y intéresse plus. Pendant ce temps, alors que le jaguar devenait le principal prédateur furtif de la forêt, un autre acteur faisait son apparition dans l'eau. À première vue, il n'a pas l'air dangereux. Je parle de la loutre. Vous imaginez sans doute un truc tout doux, mouillé et adorable. Le genre d'animal qui récolte des millions de vues, de likes et de commentaires attendris. Une loutre n'a rien à faire aux côtés des jaguars, des caïmans, des anacondas et autres bêtes dangereuses de l'Amazonie, pas vrai ? Mais en Amazonie, même les loutres ne sont pas de simples loutres. Pendant longtemps, l'Amérique du Sud a été un continent insulaire. Puis l'isthme de Panama s'est soulevé et il y a 3,5 millions d'années, le grand échange faunique interaméricain a commencé, des animaux sont passés d'un continent à l'autre. Les ancêtres des loutres amazoniennes sont arrivés d'Amérique du Nord et ont pénétré l'environnement chaud, riche en poissons mais dangereux de l'Amazonie. Ils ont dû survivre dans un endroit rempli de grands prédateurs. Pour des mustélidés ordinaires, ça aurait été une mauvaise nouvelle car la plupart sont solitaires. Ils vivent seuls, chassent seuls et ne comptent pas sur l'aide des autres. Mais en Amazonie, une loutre solitaire aurait eu du mal à survivre aux côtés des caïmans noirs et des jaguars. Alors les loutres ont pris un autre chemin. Elles sont devenues des animaux sociaux et se sont mises à vivre en groupes familiaux de 10 à 20 individus. Pour un prédateur, ça permet de gagner en puissance. Un groupe de loutres est une équipe bruyante et parfaitement coordonnée qui défend son territoire, reste soudée et chasse en meute. C'est pourquoi les loutres d'Amazonie ont gagné le surnom de loups de rivière. C'est ainsi, en résumé, qu'est apparue la loutre géante Pteronura brasiliensis. C'est pas une inoffensive boule de poil, mais un prédateur semi-aquatique qui s'est taillé de haute lutte une niche légitime dans les rivières d'Amérique du Sud. La loutre géante est l'espèce la plus longue de la planète. Un mâle adulte, queue comprise, peut atteindre entre 1,50 m et 1,70 m de long et peser 32 kg. Dans l'eau, c'est un animal rapide et agile, propulsé par une queue musclée qui lui sert de gouvernail. En prime, la loutre géante a un crâne massif, un museau court et une morsure puissante. Ses dents et ses mâchoires ont évolué pour venir à bout de proies coriaces, broyer les os de gros poissons et mordre à travers la peau épaisse et blindée des caïmans. Une morsure de loutre peut causer des blessures profondes, abîmer les tendons et causer une septicémie dans la chaleur de l'Amazonie. Bien sûr, une loutre a l'air pataude sur la terre ferme, mais dans l'eau, c'est une torpille capable d'atteindre 14 km/h. Sous l'eau, elle voit presque aussi clairement qu'au-dessus de la surface et elle peut retenir son souffle plusieurs minutes. Et surtout, elle n'est jamais seule. Les loutres géantes ont une structure sociale stricte et quand elles sont menacées, elles font front commun. On appelle ça le harcèlement collectif.
Plusieurs animaux se liguent contre un adversaire plus grand, font du bruit, l'encerclent et le poussent à battre en retraite. Ces groupes peuvent compter de 3 à 20 loutres, pour une moyenne de 5 à 8 individus. Une étude décrit des groupes de loutres géantes encerclant des jaguars et les chassant de leur territoire. 8 loutres ont un poids combiné de près de 250 kg et surtout 8 paires de mâchoires capables d'attaquer depuis plusieurs directions. Et le jaguar, c'est un chasseur solitaire fait pour traquer, bondir et tuer avec rapidité et précision. Mais il n'a pas été conçu pour la bagarre à 8 contre 1. De plus, les loutres sont bruyantes, ce qui déstabilise le jaguar. Elles sont l'un des prédateurs les plus bruyants de l'Amazonie. Les chercheurs ont identifié 22 vocalisations différentes chez les adultes. Quand un danger surgit, le groupe peut se lancer dans un chœur territorial, un mélange d'aboiements, de reniflements et de grognements gutturaux profonds. Pour un humain, ça peut sembler étrange. Mais pour un animal qui s'est aventuré sur leur territoire, le message est clair, il y a tout un groupe et il est prêt à vous mettre en pièces. Les loutres marquent leur territoire à l'aide de latrines communes et de sécrétions de leurs glandes à musc. L'odeur est âcre et piquante, et pour des animaux doués pour lire les marques olfactives, c'est comme un panneau qui dit « Propriété privée, tout intrus sera mordu ». Vous vous dites peut-être pourquoi un grand prédateur se frotterait à une loutre. Un jaguar peut peser 100 kg, il tue des caïmans, des tapirs, des capybaras et autres grands animaux. En revanche, la créature en face de lui a l'air d'une simple martre géante. Mais c'est justement là le problème. La famille des mustélidés comprend les gloutons, les ratels, les belettes et les loutres, des animaux connus pour leur audace. C'est pas les plus grands prédateurs de la planète, mais ils comptent parmi les plus agressifs et les plus têtus. Et c'est pas qu'un trait de caractère. Les mustélidés ont un métabolisme rapide, leur corps tourne à plein régime, alors ils ont besoin de manger beaucoup et souvent. Si un animal pareil passe trop de temps à attendre, à hésiter et à peser les risques, il risque de manquer d'énergie. C'est pourquoi les mustélidés sont toujours en roue libre et les grands félins en tiennent compte. Lions, jaguars et léopards n'ont pas de peur instinctive des mustélidés, mais un prédateur qui veut faire de vieux os doit savoir évaluer correctement les risques. Et avec les mustélidés, il y a toujours un risque. Même si le jaguar est plus fort, un combat contre une loutre pourrait lui laisser des lacérations, des tendons abîmés ou un œil blessé. La plaie pourrait ensuite s'infecter et nuire à sa capacité de chasser. Et un prédateur qui ne peut plus chasser devient vite un prédateur affamé, puis un prédateur mort. C'est pourquoi les jaguars évitent les loutres, elles sont trop agressives et les combattre peut coûter cher à un jaguar. Au fait, n'allez pas croire que les jaguars sont les seuls animaux à causer des problèmes aux gens. Les loutres ne sont pas non plus des voisines bien aimables. Les loutres géantes défendent leur territoire et leurs petits, et si quelqu'un s'en approche trop, elles n'hésitent pas à attaquer. Mais le principal conflit avec les humains n'a rien à voir avec des attaques, il s'agit du poisson. Une loutre adulte mange 4 kilos de poisson par jour, et dans certains affluents de l'Amazone, les loutres en consomment tellement qu'elles concurrencent les habitants. Les animaux pillent les filets de pêche, les déchirent et volent les prises. Du coup, les pêcheurs perdent à la fois leurs poissons et leur matériel. Et ils ne sont pas les seuls sous pression. Dans l'eau, un groupe de loutres opère comme un gang, s'attaquant aux caïmans, les épuisant et les tailladant à mort. Pas étonnant que quand un chien s'approche de l'eau, les loutres le voient aussi comme une menace ou comme une proie. Elles peuvent l'attaquer, l'entraîner en eau profonde et le noyer. Bon, on a établi une chose, les loutres sont la mafia des rivières. Et les jaguars? On les a laissés en train d'attaquer les gens et le bétail. Par le passé, les habitants avaient une solution simple, prendre un fusil et éliminer le prédateur. Mais de nos jours, c'est illégal. Les jaguars sont protégés en tant qu'espèce menacée, ce qui crée une tension permanente entre les communautés locales, le gouvernement et les défenseurs de la nature. Dans les pays amazoniens, surtout au Brésil, tuer un jaguar peut valoir la prison de 6 mois à 3 ans, assortie d'une lourde amende. Mais il y a un détail important. Si un jaguar attaque une personne et qu'elle le tue en légitime défense, elle n'ira pas en prison. Cela dit, elle devra quand même prouver que sa vie était en danger. Oui, comme si elle avait tué une autre personne. Mais si le jaguar s'en prend à une vache, à des cochons ou autre bétail plutôt qu'à un humain, pas question de légitime défense. Aux yeux de la loi, protéger sa ferme d'un prédateur est du braconnage. N'allez pas croire que les autorités
protège les jaguars parce qu'elles ont un faible pour les grands félins. Selon la loi brésilienne, le jaguar est classé comme espèce menacée, et estimer combien il en reste est très difficile. Ils sont insaisissables, ils vivent dans des régions reculées, et y mener des recherches n'est pas une mince affaire. Les forêts les plus denses pourraient abriter entre 8000 et 50 000 jaguars. C'est pas beaucoup pour un grand prédateur, et les conflits avec les humains sont un problème. Les jaguars ont déjà survécu à leur quasi-extermination au nom de la mode. Pendant les années 1960 et 70, la demande de fourrures exotiques les a poussés au bord de l'extinction. C'est pourquoi le gouvernement les protège fermement. Si on autorisait les gens à tuer des jaguars chaque fois qu'ils causent des ennuis, l'espèce pourrait se retrouver à nouveau au bord du gouffre. Mais si on ne peut pas abattre les jaguars car ils sont protégés, et que les fermiers craignent pour leur bétail et leur maison, peut-être qu'il ne faudrait pas combattre les jaguars eux-mêmes. Peut-être qu'un autre prédateur pourrait être placé entre eux et les humains. Après tout, on en a déjà trouvé un. Les loutres géantes semblent si bien adaptées que ça paraît presque intentionnel, comme si l'évolution l'avait prévu. Elles ont déjà des accrochages avec les jaguars. Mais on ne peut pas déplacer une loutre dans un village et lui dire « protège-nous ». C'est pas un chien. On peut pas l'apprivoiser, la poster près de la clôture et s'attendre à ce qu'elle monte la garde. La seule façon de l'influencer, c'est par son environnement. Les loutres sont très liées aux eaux lentes ou stagnantes, alors un village ou une ferme devrait être entouré d'un canal en forme de douve, une barrière d'eau large et profonde, d'au moins 2 mètres. De l'eau peu profonde ne conviendrait pas, car elle les priverait de leur atout, l'agilité. Les berges du canal ne pourraient pas être nues, il faudrait les couvrir d'arbres abattus et y planter des arbustes denses, car les loutres ont besoin de troncs tombés, elles creusent des terriers en dessous et s'en servent pour aménager leur tanière. Mais un canal ne suffirait pas, les loutres ne resteraient pas si elles ne trouvaient pas de nourriture. Une loutre géante adulte mange 4 kilos de poisson par jour, 10% de son propre poids. À l'état sauvage, le territoire d'une famille peut couvrir 12 km². Pour maintenir un groupe vivant autour d'une ferme, il faudrait créer une réserve de nourriture dense et fiable, et donc transformer le canal en un écosystème semi-artificiel approvisionné en poissons locaux. Les loutres sont des chasseuses pragmatiques. Si le chenal artificiel offre plus de nourriture que la rivière et qu'elles n'ont pas à passer des heures à la chercher, le groupe s'installera volontiers là où l'affaire est la plus avantageuse. Au lieu d'une clôture, la ferme hériterait d'une barrière vivante, de l'eau, du poisson, des tanières, l'odeur des loutres, leurs cris et tout un groupe de prédateurs qu'aucun jaguar n'aurait envie d'affronter. Mais d'abord, il faudrait se procurer les loutres. On ne pourrait pas les capturer dans une rivière, les transporter jusqu'à la ferme et les relâcher dans le canal. Elles s'échapperaient, et même si elles restaient, le stress pourrait les tuer. Il faudrait attirer les loutres progressivement. Les groupes adultes déjà établis ne seraient pas un bon choix. Les meilleurs candidats seraient des orphelins, de jeunes loutres solitaires ou des individus séparés de leur famille et qui cherchent un nouveau territoire. On pourrait commencer à les nourrir près du bord du canal en les encourageant peu à peu à s'aventurer plus loin. En plus d'amener les loutres à venir pour la nourriture, il faudrait les convaincre de rester et de se reproduire. Pour ça, il faudrait des grottes artificielles faites de rondins et d'argile, des terriers de nidification. Ensuite, il ne resterait plus qu'à attendre qu'un couple de loutres produise sa première portée. Dès lors, le canal pourrait être considéré comme habité. Après ça, les loutres se mettraient à patrouiller le territoire. Mais 2 ou 3 loutres ne suffiraient pas à le protéger d'un jaguar. Il faudrait un vrai groupe, au moins 8 à 12 animaux. Donc les gens qui vivent là devraient attendre que la famille devienne assez grande. L'idée d'utiliser un animal contre un autre n'est pas aussi folle qu'elle en a l'air. Les fermiers d'Afrique font face à un problème similaire. Les éléphants s'aventurent dans leurs champs et détruisent leur culture. Les tuer n'est pas une option, ils sont protégés. Les gens ont besoin d'un moyen de faire fuir ces animaux massifs sans transformer leur terre en zone de guerre. C'est le principe des clôtures à ruches. On pose une clôture autour du champ à laquelle des ruches sont suspendues. Les éléphants n'aiment pas les abeilles. Parfois, il leur suffit d'en entendre une bourdonner près de leurs oreilles pour qu'ils fassent demi-tour. Entre nous, ça se comprend. Alors, sur le papier, ça paraît parfait. De l'eau à la place d'une clôture, des cris de loutre à la place d'un système d'alarme, et la mafia des rivières à la place de vigile. Mais pour savoir si ça pourrait marcher, il faut imaginer une nuit ordinaire à la ferme. Un jaguar, un grand mâle expérimenté, s'approche en silence de la ferme. Il est convaincu qu'il se dirige vers un repas facile.
Il est à 50 mètres des bâtiments quand il tombe sur un canal. Et la première ligne de défense, c'est pas les loutres elles-mêmes, c'est l'odeur. La berge empeste le musc et le sol est couvert de crottes fraîches, c'est les latrines du groupe. Pour beaucoup d'animaux, ça suffirait à les faire s'arrêter. Mais disons que le jaguar ne s'en va pas. Il a faim, il est têtu et il fait quelques pas de plus vers l'eau. C'est là qu'entre en jeu la deuxième ligne de défense. Le bruit. Un rugissement sec éclate. La surface du canal se met à s'agiter et de longues frimousses à moustache émergent de l'eau. Une famille de 8 loutres a repéré le mouvement. Elles forment une ligne serrée devant le jaguar, se dressent hors de l'eau jusqu'au poitrail pour paraître plus grandes et se mettent à crier à l'unisson. Aboiements, sifflements, reniflements, grognements, tout explose d'un coup. Pour le jaguar, c'est une mauvaise nouvelle à plusieurs titres. Il a été repéré, son embuscade a échoué, et au lieu d'une seule cible, il fait face à tout un groupe. Pire encore, le bruit porte loin à la ronde, révélant sa présence. Les chiens se mettent à aboyer, les lumières s'allument, les gens comprennent qu'il se passe quelque chose. À ce stade, n'importe quel jaguar ferait demi-tour, mais imaginons que le nôtre soit vraiment trop affamé et trop têtu. C'est au tour de la troisième ligne de défense, la force physique. Le jaguar bondit dans le canal. Il compte traverser à la nage, dépasser les loutres et continuer vers la ferme. Mais dans l'eau, les règles changent. À l'instant où le jaguar entre dans le canal, les loutres se taisent. Le bruit cesse, les animaux plongent et passent en mode combat. Le jaguar est bon nageur, mais à côté des loutres, plus rapide et bien plus agile, il semble lourd et maladroit. Les loutres frappent et se replient aussitôt. L'une refait surface devant le jaguar et le distrait en faisant claquer ses mâchoires dans le vide. Au même moment, 2 autres l'attaquent par le côté et par en dessous, mordant de leurs puissantes mâchoires, faites pour broyer le corps blindé des caïmans. Ça y est, le jaguar est piégé. Il ne peut pas choisir une cible, ni attraper une loutre, et il ne peut pas mettre fin au combat d'une seule morsure bien placée. Si le jaguar bat en retraite, il survivra, et retiendra que cette ferme est à éviter. Les prédateurs s'écartent des endroits où le risque est trop élevé, même quand il y a des proies disponibles. Mieux vaut pour le jaguar s'enfoncer dans la forêt et chasser des paresseux ou des cerfs que se frayer encore une fois un chemin à travers un mur de loutres hurlantes et mordantes. En fait, une barrière de loutres ne serait pas efficace que contre les jaguars. Elle pourrait aussi protéger la ferme des anacondas, un tout autre genre d'ennemi. Un anaconda peut rester caché pendant des heures, à attendre que quelque chose s'approche d'un peu trop près. Pour une ferme, c'est un sérieux problème. Un grand anaconda peut enserrer et avaler un porcelet, une chèvre, un mouton, un chien, une oie ou un canard. Il peut passer des heures à guetter au bord de l'eau, à attendre une proie. Pour des enfants qui jouent ou lavent du linge près de la berge, un grand serpent peut être une menace mortelle. Pour une famille de loutres géantes, en revanche, un anaconda de petite ou moyenne taille ferait un excellent dîner. Il y a un hic. Les grands anacondas peuvent s'attaquer aux loutres. Mais tant que le serpent fait moins de 3 mètres de long, il n'y a pas grand-chose qui puisse arrêter les loutres. Elles sont ravies de grignoter du reptile quand le poisson se fait rare. Alors n'importe quel petit anaconda qui essaierait de ramper à travers la douve vers la ferme risquerait d'être repéré, tué et mangé. Fin de l'histoire. Bon, pas tout à fait. Analysons maintenant cette idée avec lucidité. Une barrière de loutres géante pourrait dissuader les jaguars. Mais les habitants de l'Amazonie comprendraient vite que le jaguar n'était pas leur plus gros problème. S'ils gardaient une meute de loups de rivière autour du village, la ferme n'y gagnerait pas une protection, elle hériterait de plusieurs menaces nouvelles. La première, ce seraient les loutres elles-mêmes. C'est des prédateurs territoriaux dotés d'une hiérarchie sociale stricte et elles ne défendraient pas le canal que contre les jaguars. Adultes, enfants, chiens ou animal de ferme, tout ce qui s'approcherait de l'eau pourrait se faire attaquer. Le deuxième problème serait le poisson. Pour nourrir un groupe pareil, le canal devrait être approvisionné en permanence. En cas de retard dans le réapprovisionnement, les loutres n'attendraient pas, elles partiraient vers des rivages plus poissonneux. Et pour beaucoup de communautés amazoniennes, le poisson est la principale source de protéines. Si les gens devaient le disputer aux loutres, le conflit tournerait vite à la lutte pour la nourriture. Le troisième problème serait la ferme elle-même. Si le poisson venait à se raréfier dans les environs, les loutres se rabattraient sur des proies plus faciles, oiseaux, porcelets, chèvres, autrement dit tous les animaux qui descendraient au canal pour boire. Et les fermiers se ficheraient de savoir si leur porcelet avait été emporté par un jaguar ou par 8 loutres. Dans tous les cas, ils ne le récupéreraient pas. Le quatrième problème serait le bruit. Comme je l'ai dit, les loutres géantes sont très bruyantes.
Et elle ne crierait pas seulement quand elle repérerait un jaguar. Elle crierait en se disputant pour du poisson, en jouant, en se chamaillant avec un groupe voisin et en saluant le matin. Les gens se lasseraient de ce bruit bien plus vite qu'ils ne s'étaient lassés des jaguars. Et le 5e problème serait l'arrivée d'un nouveau prédateur. Un canal rempli de poissons attirait à coup sûr les caïmans noirs, des cousins amazoniens des alligators longs de 4 mètres. Une guerre pour l'eau éclaterait, sans parler du fait que les caïmans sont dangereux pour les humains. Alors oui, au sens strict, l'idée pourrait marcher. Une famille de loutres géantes territoriales pourrait rendre les abords de la ferme si hostiles qu'un jaguar préférerait rester à l'écart. Mais ce ne serait pas un bon moyen de protéger les gens. En voulant résoudre un problème, la ferme se retrouverait avec tout un lot de nouveaux problèmes. De l'eau dangereuse à côté de la maison, du bruit en permanence, des stocks de poissons qui s'épuisent, des attaques sur les chiens et le bétail, et des caïmans. Le jaguar partirait peut-être, mais avec tout ça, on en viendrait presque à se dire qu'il aurait mieux valu qu'il reste. Vous me devez un like. À plus.